Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Le plaisir est nôtre de vous informer ce soir. Ouvrons cette édition avec le prix d'Honoris Causa décerné au président de la République à l'université de Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été honoré pour de loyaux services rendus à la nation quelque temps seulement depuis la prise de son pouvoir. C'était une journée toute particulière pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Déjà tôt le matin, le décor était planté pour recevoir le chef de l'État et lui décerner le titre de docteur honoris causa. Les professeurs de l'université de Kinshasa ont jugé opportun de décerner ce titre honorifique au président de la République afin de rendre hommage à l'amélioration du climat d'affaires, l'afflux des investisseurs, l'accroissement du budget national, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Sous les ovations du public, le chef de l'État a été revêtu des insignes de l'université de Kinshasa. Félix Tshisekedi a reçu avec bravoure ce titre honorifique. Rappelons que le concept honoris causa est une locution latine qui signifie pour l'honneur. Ainsi, un doctorat honoris causa est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personne qui s'est distinguée dans un domaine donné. Quittons Kinshasa, rendons-nous au Nord Kivu où les hommes du groupe d'autodéfense de Wazalendo ont réduit à néant le rebelle du M23 dans le territoire de Massissi. Après d'intenses combats, les Wazalendo ont récupéré le territoire de Massissi, affirmation faite par les porte-parole de ce groupe d'autodéfense. Suivez cet élément de nos confrères de TV5. Ils ont convié les journalistes sur le terrain, dans l'une de leurs bases, dans le territoire de Massissi. Ils exhibent des armes qu'ils disent avoir prises à l'ennemi, le M23. Ces hommes, vêtus en civil ou en uniforme, appartiennent au groupe d'autodéfense surnommé Wazalendo dans le Nord Kivu, des combattants issus des APCLS, l'un des nombreux groupes armés, locaux et historiques de l'Est de la RDC qui ont pris les armes début octobre contre le M23. Aujourd'hui, nous avons libéré, comme vous l'avez dit, tout le territoire de Massissi et nous sommes déjà à profondeur parce que nous sommes déjà à Bouiza. Là, c'est déjà le territoire de Rutshuru. Nous allons avancer jusqu'à la limite de la RDC. L'une des motivations de ces hommes, disent-ils, les élections générales de fin décembre. Dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et de Nyiragongo, l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu à cause de l'insécurité. C'est impératif. La population de ces trois territoires doit participer aux élections comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre pour chasser l'ennemi et nous allons participer aux élections. Que les autorités nous écoutent, nous voulons aussi participer aux élections pour nous rassurer que nous faisons partie du tout Congo. Les Wazalendo disent avoir affronté le M23 jusqu'à lundi pour l'emporter mardi, ici, dans le territoire de Massissi. Cette route, qui relie la ville de Kichanga à Goma, la capitale du Nord Kivu, 100 km plus loin, est de nouveau largement empruntée par des poids lourds. Un retour à la normale. Je viens de Nyanzale, je suis passé par Mweso, Kichanga, Burungu, Kabalakasha. Je n'ai eu aucun problème sur la route. Personne ne m'a embêté. Le M23 nous menaçait et exigeait qu'on paye une taxe de $320, mais tout ça aujourd'hui c'est fini. Par conséquent, le marché de la ville de Saké, à une trentaine de kilomètres de Goma, a pu mardi être approvisionné en produits frais, un soulagement pour ses habitants. Ces combats dans le territoire de Massissi ont encore dégradé la situation humanitaire. Selon l'ONU, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres blessés depuis le 1er octobre dans la région. Et près de 85 000 personnes ont fui leur village, s'ajoutant aux milliers de déplacés que compte déjà le Nord Kivu. Revenons à Kinshasa pour parler de la CENI à l'issue de la clôture de dépôt de candidature à la présidentielle de 2023. Patricien Seya, rapporteur de la CENI, a fait le point sur comment s'est déroulée l'opération de dépôt de candidature dans le BRTC de la CENI,
tout en précisant que 29 formulaires ont été retirés, mais 24 candidatures seulement ont été jugées recevables. Tout s'est bien passé au niveau des dépôts de candidatures pour les candidats présidents de la République. Nous avions commencé cette opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Nous avons travaillé le samedi, nous avons travaillé également les dimanches, donc on n'a pas eu de repos durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. La Maison de l'Agriculture et de l'Environnement a organisé ce jeudi 12 octobre 2023 la remise des brevets aux récipiendaires de la 81e et 87e promotion de la formation en agro-business. La cérémonie a eu lieu à l'université de Kinshasa. Joseph Majondo était témoin de l'événement. C'était une cérémonie haute en couleur où l'ambiance était en son comble. Les lauréats de la 81e et 87e promotion, ici du centre de formation sur l'agrobusiness, organisé par la Maison de l'Agriculture et de l'Environnement en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse. L'objectif de cette formation organisée par la MAIE est de responsabiliser la jeunesse à l'entrepreneuriat. Nous avons 3 meilleurs investissements au monde. Le premier investissement, c'est l'investissement humain. Si vous investissez à l'homme, vous ne serez pas dessus. Deuxième investissement, c'est l'investissement agriculture. On doit investir dans l'agriculture. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a placé en Éden. Vraiment, il a investi à l'homme, il a instruit. Et il lui a donné un travail. Quel est le travail? L'agriculture. C'est ça le grand problème que nous avons. Donc il faut valoriser l'agriculture. L'agrobusiness est un domaine important dans l'investissement pour le développement d'un pays. L'ancien président du réseau des étudiants du Congo saisit l'occasion pour appeler les jeunes à investir dans l'agriculture. Il est aussi important que nous puissions initier. Nous pouvons créer des entreprises. Et le domaine ou le secteur aujourd'hui qui peut nous donner beaucoup plus d'emplois, c'est le secteur de l'agriculture. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu encourager, donc notre intervention va dans le sens à encourager les étudiants, à encourager l'élite congolaise à comprendre que nous pouvons aussi créer beaucoup d'emplois dans ce secteur agribusiness que nous sommes en train de défendre ici, notamment par cette structure MAE que nous avons vu naître. La manifestation s'est soldée par la remise des brevets aux lauréats ayant participé à cette formation sur l'agriculture.
Une maison qui reçoit des visiteurs est une maison de bénédiction, dit-on. Le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Luboya, a visité ce jeudi 12 octobre les installations de la FM Télévision, une visite qui entre dans le cadre d'un partenariat entre la FM Télévision et la commune de Kalamou pour son accompagnement dans plusieurs actions posées sur terrain par l'autorité municipale. Le détail dans cet élément. Après 2 ans d'existence de la FM Télévision dans la sphère médiatique congolaise, l'autorité municipale de la commune de Kalamou, Charlie Luboya et sa délégation ont rendu visite ce jeudi 12 octobre 2023 à la FM Télévision afin de palper du doigt la manière dont se déroulent les choses et faciliter la collaboration entre sa municipalité et la dite chaîne. Au sortir de sa visite, le bourgmestre de la commune de Kalamou a félicité l'initiateur de la FM Télévision pour ces beaux cadeaux offerts aux Kinois en particulier et aux Congolais en général, surtout en cette période électorale. C'est comme si je me retrouvais en Europe. C'est un studio bien équipé, complet. Je sais que oui, Dieu est pour que ça aille encore davantage. Que la Fondation Walou puisse encore nous servir davantage dans des beaux cadres comme ça. Et surtout qu'on tend vers les élections. Et je pense que j'ai découvert un secret où de temps en temps on passera pour passer nos émissions. Bon, moi je suis ravi et très content. Rappelons que cette visite dans les installations de la FM Télévision vient sceller un mariage entre la commune de Kalamou et la FM Télévision pour son accompagnement et son développement. Réagissant aux propos tenus par John Numbi, seul le faiseur du monstre sait comment le détruire. Eric Bilambadou, cadre du Sénarque, appelle la population congolaise au calme car selon lui, tous ces dires ne sont que des agitations du camp de l'ennemi de la nation. Suivez-les. C'est contradictoire. Moi, j'allais aimer qu'il nous fixe clairement ce qui est le faiseur de ces monstres-là. Parce que ça, c'est de façon tâtonnée. Donc, s'il faudrait faire des analyses, entre guillemets, dérivées, c'est dans ce sens-là qu'on est en train de citer les deuxièmes monstres comme étant les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et les premiers, on ne les connaît pas. Je pense que ça vient s'ajouter à tout ce qu'on a comme phénomène dans les réseaux sociaux. Les Congolais sont des gens dans cette habitude démocratique de voter chaque après 5 ans. Et ce n'est pas le général John Numbi qui va ralentir encore moins, mettre un point stop à cette avancée démocratique-là. Donc, je demande aux Congolais de ne pas s'approprier ça dans les têtes. Seulement, l'appropriation doit aller dans les chefs de notre justice et de nos services de sécurité pour que les conséquences soient tirées. Nous sommes dans un état de droit, mais seulement géographiquement, on ne sait pas d'où il est en train de tirer sa cachette dans ce qu'il est en train de faire. Mais sinon, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser, lui consacre ces droits-là de mettre ses avis, mais seulement la restriction est qu'il s'agit d'un général soumis à une hiérarchie. Donc sa démarche sur les plans de fond et sur les plans de la forme n'a pas rencontré la raison. Bouclons cette édition avec le sport en préparation de 2 matchs amicaux prévus dans cette période de trêve internationale du mois d'octobre. Les léopards de la République démocratique du Congo se regroupent en Espagne à quelques jours de leur confrontation contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola le 13 et le 17 octobre. 2 matchs en prélude des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévus au mois de novembre. Joseph Majondo pour le détail. En prélude du démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au mois de novembre, les Léopards vont donc passer une dizaine de jours de travail intense en prévision de cette campagne mondiale. La ville de Murcia en Espagne est l'endroit choisi auquel les Léopards ont débuté les rassemblements depuis le 9 octobre. Les Fauves congolais livreront 2 matchs amicaux à Lisbonne en espace de 3 jours. L'un face au Kiwi de la Nouvelle-Zélande le 13 octobre, l'autre match face au Palanca Negra de l'Angola le 17 octobre prochain. Pour réussir ces 2 sorties, le sélectionneur manager congolais Sébastien Desabre a préféré une ossature composée essentiellement des Congolais de la diaspora, dont 3 gardiens,
8 défenseurs, 9 milieux de terrain et 6 attaquants. Les 7 joueurs puisés sur le plan local et les gardiens Sagiba Diodi TP Mazembe. 4 nouveaux joueurs intègrent la tanière, je cite Dimitri Bertao, gardien de but de Montpellier en France, le défenseur Brian Bayeye d'Ascoli en Italie, Grandi Diangana de West Brom en Angleterre, ainsi que l'attaquant Simon Banza, sociétaire de Sporting Braga en Portugal. Rappelons qu'en mois de novembre, les Léopards débuteront la campagne des éliminatoires du Mondial 2026 à Kinshasa face aux Mourabitoun de la Mauritanie dans un match comptant pour la première journée et contre le Crocodile du Soudan à Khartoum pour le compte de la deuxième journée. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un point final sur cette édition de ce soir. Retrouvez demain Lionel Ngolo à la présentation et restez toujours branchés au programme de FM Télévision.